Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de rester fidèles à nos programmes. Comme vous l'avez pu le constater, nous n'avons pas pu vous proposer la première partie de votre émission 120 minutes Actu Soir. Nous vous présentons toutes nos excuses, espérant vous retrouver demain avec un fonctionnement normal, si bien évidemment tout allait bien. Sans plus tarder, par ailleurs, vous avez droit à l'invité du soir. Et Agapit Napoléon Maforican, qui est notre invité de tous les jeudis, est déjà dans ce studio. On va le recevoir. Bonsoir à vous, Agapit Napoléon Maforican. Bonsoir Angèle, bonsoir tous les téléspectateurs. Nous allons nous intéresser ce soir une fois de plus à l'affaire qui a fait couler beaucoup, donc qui continue d'ailleurs de susciter de nombreuses interrogations, l'affaire du récépissé du parti le libéral. L'actualité récente a été marquée par le dépôt de Richard Boni-Ouourou et avec lui une série de révélations et de questions juridiques. Nous allons apprécier ce soir avec vous les nouveaux éléments sous deux angles cruciaux. D'abord la question de la corruption. Les prévenus, comme vous avez entendu l'un des avocats de Richard Boni-Ouourou le dire, ont reconnu avoir reçu des fonds, mais après l'obtention du récépissé, arguant qu'il ne s'agissait pas d'une contrepartie pour un service rendu. Cela soulève une interrogation majeure. Dans ces conditions, peut-on encore parler de corruption? C'est la première question que je vais vous poser tout à l'heure. Ensuite, nous allons aborder un principe fondamental de notre droit, la présomption d'innocence. Lorsque des aveux sont faits par un prévenu, conserve-t-il toujours ce droit inaliénable? Voilà, Agapit Napoléon Maforican, l'exercice qui nous attend en deux volets donc. Alors, je vous le disais, Maître Yovoga a déclaré après le dépôt de son client que les fonds, selon les déclarations des prévenus, ont été perçus après l'obtention du récépissé. Selon vous, cette chronologie des faits narrés suffit-elle pour écarter la qualification de corruption? Merci Angèle, et bonne question et bonne préoccupation de l'avocat par ailleurs qui est dans son rôle de défendre son client et donc de soulever toute question peut-être qui n'a pas une réponse immédiate ou aussi claire et aussi évidente que ça. Oui, il estime que son client n'a offert, ou bien donc, je pense qu'il relate que les agents publics Voilà. prévenus dans le dossier ont estimé n'avoir reçu les moyens, les sous que après service fait. Voilà. Oui, cette question, elle est à double volet. Elle a double volet parce que, personnellement, pour avoir été dans une autre vie à l'autorité nationale de lutte contre la corruption, c'est vrai que la loi 2011-20 sur la lutte contre la corruption qui a été abrogée et dont la plupart des éléments sont intégrés dans le code pénal, cette loi pose cette question et la réponse, il est aussi simple que ça. Hein. Elle est aussi simple que ça. Elle dit quoi? Vous êtes agent public, vous n'avez pas autre rémunération à recevoir que celle que vous procure votre travail. Toute autre rémunération que vous recevez en service fait est présumée corruption. Le temps ne compte pas. Dans le cas d'espèce, le temps, le moment où vous pouvez recevoir avant de commencer, avant le service, vous pouvez recevoir en plusieurs temps, comme Judas l'a reçu, Judas l'Iscariote, je pense qu'il a reçu en deux temps. Normalement, si je ne me trompe, il a reçu une partie et il doit recevoir l'autre partie, mais on ne lui a même pas payé l'autre partie. Je peux me tromper. Vous pouvez le recevoir en bloc après service fait. Donc, qui était là? La corruption, c'est comme l'intimité. C'est votre intimité qui vous suit, qui vous regarde, qui est présent, qui sait à quel moment vous avez contracté avec le corrupteur pour être dans les conditions dans lesquelles on vous charge. Donc, est-ce que le fait de recevoir une libéralité après service rendu est suspensive de qualification du délit de corruption? C'est non. On peut s'entendre, Angèle. On peut s'être avoir entendu un contrat, comme on le dit vulgairement, c'est l'accord des parties. Ça veut dire qu'on a pu s'entendre que vous rendez service, vous le faites bien et je vous donne l'argent. Par exemple, vous me faites bien et je me livre à vous. Par exemple, vous me faites bien et je positionne votre fils à tel endroit. Donc,
Le contrat, c'est l'accord des parties. Vous n'avez pas besoin de signer et il n'a pas un temps pour démarrer. Dès que vous vous êtes entendu, démarre votre contrat. Voilà. Oui, d'accord, mais Agapit Napoléon Bafouécan aussi, je m'en tenais à ce que vous dites là. Dans ce sens, est-ce que le service dû ne sera pas un peu impacté ou influencé par cette attente de l'agent public à recevoir, même si ce n'est pas une rétribution pour faire de corruption? Oui, mais c'est d'abord un autre principe, le fait de percevoir des libéralités pour faire son travail. Donc, du coup, ils savent qu'ils sont dans l'informel. C'est une affaire de confiance. C'est l'accord des parties. Donc, ils se sont entendus. Ça veut dire que, bon, l'un a pu avoir confiance en l'autre et a rendu le service. Et puis, il a pu se dire que de toutes les façons, je le fais en quitte ou double. De toutes les façons, je le fais en jackpot. De toute façon, je le fais en croyance en Dieu. Je crois en Dieu. Il faut que je meure d'abord avant de m'en rendre compte s'il existe réellement ou pas. Et pourtant, nos temples, nos synagogues, nos églises sont remplies de croyants et les gens sont tout le temps à s'agenouiller, à front sur terre. Parce qu'ils pensent qu'ils rêvent de la vie éternelle. Ils rêvent du paradis. Mais personne n'est allé et revenu. Donc, il y a toujours cette confiance en la chose. En disant, bon, de toute façon, je ne peux rien faire le job. Je fais. Il a dit qu'il va me rendre de l'argent. Tel a pris l'engagement à sa place. C'est un homme de valeur, c'est un homme d'honneur. On m'a dit que c'est un homme d'honneur. On m'a dit qu'il en a un peu. On m'a dit que 7 millions, c'est de la goutte d'eau, c'est un peu dans l'océan. Alors donc finalement, bon, moi je lui fais confiance. Voilà une position. Je le dis que ça peut être ça. Moi, je suis dans l'analyse, je ne suis pas dans l'accusation, je ne suis pas le ministère public, très loin d'être l'avocat de l'État. Donc, moi, c'est pas mon rôle à moi. Donc, mais j'explique pour dire que c'est trop réducteur de la part de l'avocat, mais même si je reconnais qu'il est dans son rôle, son devoir, c'est de défendre son client, et surtout de lui éviter d'aller en prison. Et bon, voilà, pour le moment, il est en détention préventive. C'est logique que l'avocat soulève ces questions, et le ministère public aussi a ses raisons de décider de le mettre en détention préventive. Oui, mais si on entend déjà l'un des avocats dire cela, ça veut dire que c'est l'un des arguments qu'ils vont faire valoir, en tout cas le collège va faire valoir au procès. Comment alors le ministère public va-t-il prouver justement que ces fonds perçus sont de la corruption? Agapit Napoléon Bafouécan, ça serait... Tout simplement parce qu'ils ont perçu des fonds. Tout simplement parce qu'ils ne devraient pas en percevoir et ils ont perçu. C'est une faute. Et provenant de l'agent public, c'est un crime. L'agent de l'État. C'est-à-dire que c'est dangereux. Alors, pourquoi? Qui vous a dit de prendre? Le moment où c'est pris ne compte pas. Comme je l'ai dit toujours, le moment où c'est pris ne compte pas. C'est que vous avez pris. Vous avez pris. Pourquoi? Quelles sont les lignes? Est-ce que c'est un... Enfin, vous avez une fondation? C'est une... Alors, pourquoi vous recevez de l'argent? Vous ne faites pas la cérémonie de baptême de votre enfant? Vous n'êtes pas en mariage, vous ne faites pas votre mariage, ou on peut dire qu'en Afrique, on a l'habitude de gratifier. C'est vrai, je peux dire que oui, en évoquant l'Afrique, nous sommes dans cette logique de libéralité. Nous savons donner. On a l'impression, on sait gratifier, je veux dire, pas libéralité, mais gratification. Hein? D'ailleurs, vous l'appelez un agent, vous lui commandez, il revient, il se gratte la tête parce qu'il attend toujours une gratification, même s'il est là aéré, même si c'est votre agent, il s'ennuie, vous lui commandez juste un petit truc, il revient, il se gratte la tête parce qu'il attend que vous lui fassiez quelque chose. Donc, on est dans une société où que les sociologues peuvent essayer d'analyser et de nous dire. C'est une société de gratification, tout comme de remerciement. Vous voyez, dans cette affaire de tu m'as nommé, je ne te reconnais pas, nous avons déjà fait ce débat ici en disant, mais en Afrique, moi, personnellement, on peut me forcer à ne pas être reconnaissant de celui qui m'a nommé. Ça veut dire que c'est induit dans notre culture. On fait l'effort de voir l'État d'abord, c'est vrai. Mais après du moment où c'est juste, et qu'un coup de pouce à celui qui t'a nommé, tu ne peux pas dire que tu ne reconnais pas celui qui t'a choisi parmi tant d'autres pour être quand même mis devant la lumière. Donc, celui qui t'a choisi parmi tant d'autres, tu ne peux pas dire je ne te reconnais pas. Moi, frère, je ne vois pas vraiment comment on peut faire. Donc, du coup, on le connaît. On devrait manager nos droits de cette manière. On connaît que le principe de gratifier quelqu'un qui nous a rendu un service fait partie de nos us, nos habitudes. Mais on ne l'a pas choisi. On n'a pas fait cette exception dans la codification, dans la législation, dans nos législations. Nous avons copié-collé les mentalités, les pratiques françaises, enfin européennes,
occidentale en disant tu ne dois pas recevoir. Même si au cours d'une cérémonie normale, quelqu'un vient et te donne de l'argent et se fait que l'argent est de la corruption, tu es présumé et complice, on va te dire d'aller payer, de rembourser. Alors que tu ne lui as rien demandé et tu n'as même pas, tu ne connais pas l'origine. Donc c'est à nous de trouver la zone grise C'est pour ne qu'il faut pas... faire, l'État nous, enfin, la législation telle qu'elle est aujourd'hui, le copier-coller occidental nous oblige à ne pas prendre l'argent de n'importe qui, n'importe comment, n'importe quand. Il n'y a pas, même si tu es malade et vient t'aider avec l'argent, c'est l'argent de la corruption, on va te demander de rembourser l'argent de la corruption. Et on va dire qu'on te donne un ultimatum si on est gentil avec toi, sinon tu es présumé complice et tu es, donc après on peut te relaxer parce que tu n'es pas vraiment mêlé. Mais ça fait pas le fait même d'accepter la libéralité, alors que tu es agent public, même si c'est dans une manifestation civile, pour enterrer papa, pour enterrer maman, même si c'est parce que papa va mourir et il fallait que quelqu'un te donne de l'argent, si c'est quelqu'un qui t'est assujetti parce que tu es agent public et que cette personne peut venir te commander un service, tu prends, tu es présumé corrompu parce que, ou bien complice d'un détournement lorsque il se fait que l'argent a été blanchi, que c'est du blanchiment de l'argent. Par exemple, tu es présumé complice si on a envie, si on voit ton nom dans ceux qui ont bénéficié. Dans la FIC service, les gens ont été suffisamment, disons, inquiétés pour ça. On leur a donné l'ultimatum et autres. Mais revenons ici, revenons dans le cas de Richard Bonnevorou. Le problème est simple, les agents publics n'avaient pas le droit de recevoir. Lui-même n'avait pas le droit de donner. Ils sont pas. Quel est le lien? La question fondamentale, comme vous avez dit pendant le procès, par exemple, la question fondamentale qui va être posée, sans doute, je ne suis pas juge, je ne suis pas procureur, mais la question fondamentale qui va poser, au nom de quoi l'argent est donné? Oui, exactement. Là, c'est le procès qui va le, voilà, le définir. Je ne vous demande pas de répondre. Oui. Mais c'est la question qu'on va poser. Oui. Au nom de quoi? Vous ne devez pas. C'est un service public. On est dans le service public. L'État vous a rendu service. Parce que l'État a le devoir de le rendre. Oui. Vous payez vos impôts, vous payez votre... En retour, vous avez droit à certains services qui sont gratuits. Il y a certains services qui sont énumérés ou qui sont payants. Oui. Donc, vous payez ce que vous devez payer et le problème ne se pose plus. Alors, au nom de quoi vous pouvez sortir des millions? Mais si vous ne justifiez pas ça, vous ne pouvez pas. Ils ne peuvent pas justifier. Les gens, personne n'a rien vendu et pour que l'autre l'achète. Donc, il est évident. Donc, on est dans un cas aussi... Désolé, ils sont présumés innocents, vous l'avez tout à l'heure. Oui, on va parler de la présomption d'innocence. Oui. Ils le sont, mais les aveux nous placent clairement devant une situation. Et donc, la ligne de défense, on la voit venir. Je suis désolé, je ne suis pas inquisiteur. Je vois très peu comment ça peut prospérer. Mais quand on en revient à ces agents de service public, là, vous faites allusion à Agapit Napoléon Bafouguin, à une grande question d'intégrité, en réalité. Mais, hélas. Ouais. Ou heureusement, c'est ce à quoi on nous invite. Quand on redevient humain, combien sommes-nous à être aussi solides face à l'argent? Voilà encore une autre question. Voilà la question. Et ça, il faut aller poser cette question aux parlementaires, aux députés qui votent les lois. Mais il me semble que intégrité, c'est ce qu'on nous demande. Est-ce que le salaire qu'on nous paye n'est pas suffisant pour qu'on fasse le travail de manière raisonnable, respectable, responsable? Dans une société où tu n'es respecté que par l'argent également. Exactement. Vous voyez, vous posez un certain nombre de problèmes, vous sortez un certain nombre de problématiques intéressantes qui devraient faire l'objet de grands débats, d'options et de sociétés. Quelle société nous voulons? Moi, j'ai l'impression que nous surcotons notre société. Je fais de parler de cela. Comme je dis, j'étais conseiller à la NLC, rapporteur, j'ai géré plein de dossiers. Moi-même, j'étais en situation de dossier, de situation à un moment donné où, en tant que responsable du secrétariat central de l'institution, j'ai été mis devant des situations que je n'ai pas envie d'exposer ici, mais qui vous placent de votre responsabilité. Vous n'arrivez pas parfois à voir l'issue. Parce qu'il y a des habitudes dans lesquelles vous rentrez et vous pensez que c'est normal. Comme je vous ai dit là, imaginez que quelqu'un, vous avez une situation donnée et quelqu'un vous dit, ok, bon, j'ai envie de prendre une voiture, voilà, il pleut, je ne peux pas conduire, tout le temps. Bon, ok, on dit manger, je vous donne 1 million. Vous voyez la personne qui vit bien,
et qui vous dit, bon, Angèle, je vous admire, je vous vois à télé, vous êtes intègre, vous êtes ci, vous êtes ça, j'aime vous suivre, prenez 1 million. Vous prenez. Parce que vous estimez que normalement, oui, c'est quand même bien, 1 million, d'accord. Vous ne vous avez jamais demandé où est-ce qu'il trouve l'argent. Mais si dans son, oui, il vous donne un chèque. Je n'ai rien demandé. Mais si je fais que cet argent vient du blanchiment, c'est-à-dire que vient de nulle part. Si je fais qu'il est coupable d'un détournement, mais on regarde, mais on va vous dire, Angèle, vous avez pris. Ouais. Sur quelle base vous avez pris 1 million? Puis normalement, même cette transaction doit être frappée d'impôts par ailleurs. Ça doit être déclaré. Vous voyez, il y a trop de choses que nous ignorons clairement dans la société. Alors qu'on nous dit, nul n'est censé ignorer la loi. Donc, dès qu'on vous dit ça, vous êtes foutu. Quand on vous dit ça, vous vous affalez parce que vous n'avez plus autre ligne de défense. L'avocat va tenter, mais nul n'est censé ignorer la loi. Mais vous ne savez pas. Ouais. Voilà, nos tests sont inquisiteurs. Et les avocats, au lieu d'attendre cette situation pour dire mon client, je pense qu'il faudrait que tous les acteurs réfléchissent globalement sur le type de société que nous voulons. Si on veut une société hyper intègre, alors on travaille le citoyen à cela. Mais quand vous voulez une société intègre et vous devez acheter l'iPhone 16 à votre enfant, et vous devez lui donner un chauffeur qui doit rouler avec les dernières marques de véhicules, la question est de savoir combien de temps est-ce que cela paye autant d'impôts? C'est ça la question. Donc, dans une société où tout le monde essaye de vivre au-dessus de ses moyens en contournant l'État, parce qu'on ne veut pas payer. Vous voyez, le DG Impôt maintenant vient de relancer ceux qui doivent aller aux élections. Oui, sur le quitus fiscal. Regardez, hein, les gens savent qu'ils doivent le faire. Mais beaucoup sont dans une quadrature, ils sont dans une sorte de questionnement. Mais avec tous ces biens-là, je vais faire quoi? Je vais les déclarer. Parce que les gens, il y en a qui ont amassé, mais qui ne savent pas comment déclarer. Comment camoufler? Parce que quand vous camouflez vers l'autre, il faut bien qu'il il est suivi. Il y a aujourd'hui avec la numérisation et autres, mais tout est suivi, la dématérialisation, beaucoup. Donc, c'est vous dire simplement qu'il y a des questionnements, effectivement, qui sont là. Il y a des situations qui sont questionnantes. Il y a des réalités auxquelles nous allons et nous sommes laissés aller, pas mimétisme et autres. Et on se rend compte aujourd'hui qu'on a le dos au mur. Oui, tu m'as nommé, je ne te reconnais pas, mais c'est artificiel. L'intégrité dont on parle. Alors il faut être très fort pour l'être. Mais puisque la loi s'applique à tout le monde, on peut pas dire que l'un est victime et l'autre est victime. Donc, ici, regardez, et le corrupteur et le corrompu, en tout cas présumés, sont aujourd'hui gardés à vue. Oui. Enfin non, sont aujourd'hui en détention provisoire. Oui. C'est dit quoi? Un procès va s'ouvrir. Ils vont être mis devant le fait accompli, devant leur propre réalité. Voilà. Ils vont subir la rigueur de la loi. Parmi tant d'autres, il y en a qui se faufilent, mais il y en a qui tombent dedans. La question de savoir, est-ce qu'on maintient le régime ainsi tel qu'il est? Mais ce n'est pas un régime contre quelqu'un. Et c'est là que moi je demande aux avocats de faire un travail, d'aider aussi la société à se corriger. Au lieu de pleurnicher pour leurs victimes à chaque fois, il faudrait qu'ils s'interrogent lors de leur grande sortie, la rentrée judiciaire, la rentrée ci, la rentrée ça, qu'ils essayent de ressortir ces éléments. C'est ça qui peut donner l'objet aux réflexions. Mais quand c'est au cours des procès, mais la loi s'applique à tout le monde. Donc la loi n'a pas été faite pour vous. Donc vos lamentations, jérémiades, ne vont pas normalement changer le cours des choses. Puisque le juge ne fait pas la loi, le juge applique la loi. Et donc, du coup, vous n'êtes pas là non plus pour changer la loi. La loi est dure, mais c'est la loi. Et c'est l'endroit où le mieux, où on peut le dire, c'est encore prétoire, qu'il soit lors des procès ou lors des instructions ou lors des moments où on vous présente au procureur. Donc, il appartient aux usagers du droit, notamment les juges et les auxiliaires, d'aider la société à comprendre la profondeur et les implications des choix législatifs et réglementaires, surtout législatifs, que nous faisons. Alors, nous n'avons plus beaucoup de temps, mais je dois vous poser cette question. En présence d'aveu, Agapit Napoléon Maforican, est-ce que la présomption d'innocence est toujours applicable? Vous voyez d'ailleurs maintenant que même l'aveu, on dit déjà qu'on donne l'argent. Bon, oui, on a accepté avoir reçu ou avoir donné, mais je veux que c'est après coup. Donc du coup, on est toujours dans ce cas où il faut fouiller maintenant. À quel moment
Et ça ne vous a pas échappé qu'au cours d'un de nos échanges, de toute façon, lors du match politique, hein, Le du décryptage. décryptage, il y a quelques semaines, pas celui là l'autre. Il me semble que nous avons évoqué, je demandais que le ministère de l'Intérieur clarifie le processus. Non, on doit avoir une lisibilité, on doit avoir la traçabilité du processus. Lorsque je dépose mon dossier aujourd'hui, à quel moment il doit prospérer? Le ministre a expliqué le processus, il a donné les étapes suivies par le dossier. La question, est-ce que la corruption a influencé le dossier? Ça, c'est la première. Est-ce que le fait de recevoir l'argent a influencé la célérité dans le traitement du dossier? Mais ça, à mon humble avis, ça ne concerne que la tangibilité du récépissé. Ça ne concerne que la tangibilité du récépissé. Est-ce que le récépissé a suivi son circuit normal et est sorti normalement? Est-ce qu'avant, il y avait un dossier qui était en instance qui n'a pas été traité avec la même célérité? Est-ce qu'il y a parti pris? Ça, c'est des questions peut-être que le juge d'instruction ou bien oui, est-ce que c'est encore le juge d'instruction? En tout cas, peut-être l'instruction va se poursuivre, que l'instruction va permettre peut-être de clarifier. Donc, peut-être lors du procès, on saura ça. Mais en dehors de cela, si on a le juge de la détention de liberté a accepté, a jugé ils doivent aller en détention préventive. Ça veut dire qu'il y a des éléments flous du dossier qui méritent d'être clarifiés et que le fait de reconnaître avoir donné l'argent ne suffit pas pour clarifier, pour que le dossier soit aussi simple. Peut-être que s'ils avaient reconnu, oui, on a donné l'argent, il y a eu deal entre nous, oui, tout à fait. Peut-être que si tout ça avait été clair, ça n'aurait pas donné lieu à une détention. Je n'étais pas dans le dossier, je ne suis pas dans le dossier, donc je ne suis pas dans le fond du dossier. Et si je l'étais, je ne l'allais pas les dévoiler ici. La procédure se poursuit. Donc, c'est dire simplement que la détention préventive, hélas, peut-être est là pour permettre que les dossiers, que les prévenus, de par leur liberté, n'entravent pas le bon déroulement de l'enquête. Donc, du coup, on vous met en situation de maîtrise de liberté, hein, de privation de liberté, pour que vous ne puissiez pas être en mesure de perturber l'enquête. C'est le principe. Après, toujours, bon, ça dépend toujours. On peut dire qu'il n'y a que le jugement qui lèvera cette présomption d'innocence ou bien l'évolution de l'enquête. Vous savez, avant d'aller, si entre-temps, il y a des nouvelles pièces au dossier et le juge estime que, les avocats estiment que c'est des éléments nouveaux, ils peuvent demander toujours la libération provisoire de leur. Autant il y a détention préventive, autant il y a libération provisoire. Bon, donc tout ça peut se jouer avec les jours, les heures à venir. Voilà un dossier avec beaucoup d'interrogations. Nous le suivons avec attention afin de vous rendre compte, mesdames et messieurs, au fur et à mesure. Merci de rester fidèles au programme. Merci à vous, Capitaine Napoléon Mafoïkan. Nous devons à présent rendre l'antenne. Et pour ce qui est de la suite de vos programmes sur deux antennes, mesdames et messieurs, à partir de 20h30, vous allez retrouver le ministre du cadre de vie et des transports, José Donato, pour le deuxième volet de sa reddition de comptes. Il va parler cette fois-ci du secteur transport. C'est à partir de 20h30. Et moi, je vous retrouve demain pour l'émission 120 minutes Actu Soir. En attendant de vous retrouver donc demain, je vous rappelle que toutes nos productions restent disponibles sur nos plateformes numériques. E-Télé avec vous, pour vous.